Bien, je m'appelle Mustapha, je suis soignant en région parisienne. Je milite depuis 2014 après les bombardements qu'il y a eu à Gaza. Et donc, je milite avec l'association Euro-Palestine en région parisienne. Je suis pratiquement à toutes les manifs. Cette flottille, je l'ai rejoint via Instagram. Je suis tombé sur le site Thousand Madeleine France qui recherchait des soignants pour être à bord des bateaux. Donc, j'ai cliqué sur le lien, j'ai répondu à un formulaire. Et dans la semaine qui a suivi, on m'a contacté, on m'a fait un entretien psychologique pour voir si j'étais apte à partir. Et de là, on m'a dit que j'étais sélectionné. Enfin, je dirais peut-être deuxième, vu qu'il y a 2 ans, je suis parti en Égypte pour tenter d'aller briser le blocus par voie terrestre, voir tous les jours des enfants mourir, des enfants perdre leur avenir sans raison dans des conditions atroces. Et moi, en tant que soignant, je pouvais plus continuer à accepter ça. C'est aussi de voir l'inaction de nos gouvernements, parce que je vais souvent en manifestation et à un moment, bah, on cherche à faire plus quand on voit que rien ne bouge. Et donc, bah, là, c'est là où j'ai décidé de, bah, entre guillemets, mettre ma vie en danger pour monter sur un bateau et aller tenter de briser ce blocus. Surtout quand on voit qu'en moins de 2 ans, Gaza a pu recevoir un nombre important de bombes, quand on voit elle a pu avoir l'équivalent de plus de 14 fois la bombe atomique d'Hiroshima lui tomber sur la tête. Ça ne se passe nulle part ailleurs sur cette planète. On est parti en Sicile mi-septembre. On a fait nos 5 jours de formation intensive en Sicile. De là, on a pris le départ du port de Catane. On est parti le 27 septembre. Donc on a eu 12 jours en mer. 12 jours où il faut apprendre à cohabiter avec des personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent de différents pays du monde, donc différentes langues. Moi, pour ma part, ça s'est bien passé. J'étais sur un voilier avec 7 personnes au total. Donc, on avait la députée française Alma Dufour, le rappeur belge Youssef Swat, qui a gagné Nouvelle École. On avait une artiste qui venait de Suisse. On avait un citoyen belge. Il y avait 2 skippers français et moi, qui est le Médix à bord du bateau. La traversée s'est particulièrement bien faite. On a eu à 2 reprises une mer peu agitée, donc fallait gérer l'agitation de la mer, le mal de mer avec les camarades. On devait arriver normalement le 7 octobre, c'est quand même une date qui nous posait problème, donc on a passé un jour en mer à l'arrêt pour éviter d'arriver le 7 octobre et qu'on prenne ça pour de la provocation et pour aussi respecter leur jour de deuil. On a repris la route, enfin le 7 au soir, et on a été arrêté le 8 au petit matin, aux alentours de 4h30, quelque chose comme ça. Tout le monde dormait sur mon voilier, sauf le capitaine et moi, parce qu'on faisait des tours de garde, il fallait que ça tourne. On avait une mer plutôt calme cette nuit-là, c'était la super lune, on avait la mer qui était bien éclairée. Aux alentours de 4h30, ben, j'entends à la radio VHF, il y a un bateau qui nous fonce dessus. Donc j'ai eu à peine le temps de lever les yeux. Moi j'étais sur l'un des voiliers qui était à l'arrière, et on voit un bateau venir à l'arrière à toute vitesse, nous foncer dessus, tout feu éteint, en mode fantôme. Donc il n'y a eu aucune communication par radio entre l'entité israélienne et nous. Je préviens mon capitaine en lui disant il y a un bateau qui nous fonce dessus. Le bateau s'arrête à environ 100 mètres de nous et se met à zigzaguer comme ça. Et il repart. Donc je lui dis est-ce que je lance l'alerte? Au début, il me dit calme-toi, doucement, doucement. Je lui dis ce serait bien qu'on lance l'alerte, que nos camarades ils aient le temps de se préparer, pas qu'on vienne les cueillir dans leur lit. Donc de là, je vais réveiller le deuxième skipper et je propose qu'on réveille notre camarade Alma Dufour et Youssef Swat qui ont des comptes importants au niveau de leurs followers pour pouvoir faire leur live. Donc je vais les réveiller doucement et là on me dit bah on va se préparer. Donc je réveille tous mes autres camarades en leur disant préparez-vous, il y a un bateau qui nous a fait une approche très rapide. On a eu à peine le temps de s'habiller, mettre nos pantalons de pluie, des lunettes de piscine au cas où on est gazé, mettre nos gilets de sauvetage. On monte sur le pont. Une fois monté sur le pont, ça s'est fait très très rapidement. En moins de 5 minutes, on a été entouré par 5-6 navires. Une fois entouré, nous on essaye d'activer nos téléphones pour faire des lives. Impossible. Ils étaient équipés de brouilleurs, donc Internet ne voulait plus fonctionner alors que j'étais connecté 5-6 minutes avant que ces navires débarquent. Donc de là, on est prêt, on est sur le cockpit. Il restait qu'une camarade en bas qui était encore en train de se préparer. En moins de 5 minutes, on a des Zodiacs qui venaient de partout. On se dit, bah ça y est, on va se faire intercepter. On voulait pas jeter nos téléphones à l'eau très rapidement parce qu'on avait peur de faire comme la Soumoud. Certains ont jeté leur téléphone et puis ils n'ont pas été interceptés à ce moment-là. Et du coup, bah, on n'avait rien pour pouvoir documenter ou faire des vidéos. Un canoë qui vient vers nous, un Zodiac, qui nous fonce droit dessus. Un premier militaire de l'occupation israélienne monte sur le bateau. Là, j'ai jeté mon téléphone à l'eau. Il monte en gueulant. Hands up, hands up. Donc, on est tous là, on exécute, on lève nos mains en l'air. Premier à monter sur le bateau, il va direct s'attaquer aux caméras. Donc, il tape la caméra à coup de crosse, il essaye de la casser.
Et là, il y a un de ses camarades qui lui dit Starlink, Starlink. Donc, je vois un militaire qui sort son couteau et qui se met à couper tous les câblages. Donc, on est assis calmement. J'essaye de regarder mes camarades vu que je suis Médix. J'essaye de les regarder et de leur demander si ça va avec les yeux. De là, il demande qui est le capitaine du bateau. Donc le capitaine s'identifie, il lui demande de mettre un cap. Le capitaine lui dit on peut pas mettre de cap, vous avez coupé les câblages, du coup l'écran a été éteint. Un soldat de l'occupation israélienne prend les commandes du bateau, c'était le plus âgé. Donc il essaye de prendre les commandes du bateau, il n'y arrive pas vraiment. Donc il demande au capitaine qui lui explique où est le point mort, comment il accélère. Donc cette personne-là commence à diriger le bateau vers je ne sais où. Et là on a un militaire qui nous appelle un par un, qui nous demande de nous lever, de venir devant le mât du bateau, de vider toutes nos poches. Donc on exécute. Une fois qu'on vide toutes nos poches, il nous palpe et il nous demande de nous asseoir à l'avant du bateau. De là, il trouve le téléphone qu'il y avait dans le cockpit. Donc il demande à qui est le téléphone. Personne ne répond. Là, mon camarade lève la main en disant que c'est son téléphone. Il lui demande le code du téléphone. Mon camarade refuse. Nous, on avait peur pour notre camarade. Là, il y a un militaire qui lui dit fais ici des comme c'est un iPhone. Donc il donne le code du téléphone et là, ils prennent mon camarade, ils le mettent à l'arrière au niveau du cockpit. Donc on était tous réunis à l'avant. On avait pas de visuel sur notre camarade qui était à l'arrière. On s'inquiétait pour lui. De là, un militaire vient nous voir en nous disant vous allez descendre un par un dans le bateau, récupérer un sac avec le strict minimum. Donc chacun descend récupérer son sac. Je descends prendre mon sac. Je vois mon camarade qui est à l'arrière du bateau avec les officiers militaires. Ils nous fouillent nos sacs avant de nous les laisser les prendre. Et on récupère nos sacs et on repart tous à l'avant du bateau. Mes camarades me demandent comment va le camarade à l'arrière. Je leur dis bah, j'ai rien eu le temps de voir. Ça s'est fait très vite. Et de là, ils récupèrent notre camarade à l'arrière et le ramènent avec nous à l'avant. Donc on était tous là à le rassurer, c'est pas grave, s'ils ont trouvé ton téléphone, on t'en voudra pas. Il était très inquiet parce qu'il avait pas mal de followers sur son compte. Il avait peur qu'on foute le bordel dans sa vie privée. Donc de là, on attend. Ça a duré pratiquement une bonne heure. Là, il y a un Zodiac qui vient nous récupérer. On monte tous sur le Zodiac. Je les entends ricaner sur un de mes camarades. On monte sur ce Zodiac. De là, le Zodiac, il commence à se diriger vers un grand bateau. Et je vois les autres voiliers tous entourés par des Zodiacs. Personne n'a pu passer. On a tous été arrêtés, kidnappés. On voit plusieurs officiers sur le pont en train de nous attendre, tous cagoulés. Et parmi eux, une personne non cagoulée qui se tenait les bras croisés comme ça, la tête bien haute, et qui nous regardait arriver. Il nous regardait d'un air vraiment, vous allez voir ce qu'on va vous faire. On nous fait monter un par un, on nous demande de se mettre à genoux devant un grand container en fer métallique, et de regarder devant ce container. Après ça, ils nous reprennent un par un, et là, je vois un militaire devant moi, et d'autres sur le côté. Donc ce militaire, il me regardait, et moi, je voulais pas le regarder, donc je regardais le sol, je regardais le ciel, je regardais le sol, je regardais le ciel. Et là, je vois un des militaires qui dit à ce militaire-là, en gros, regarde celui qui est devant toi. Donc là, il me regarde et il me pointe avec sa lumière rouge sur moi. Ça s'est fait très vite, j'ai eu le temps de faire comme ça, de le regarder dans les yeux. Et il a baissé son arme vers le sol. Après ça, il nous emmène devant une table où est-ce qu'il y a une jeune femme assise sur un ordinateur portable avec plusieurs badges comme celui-ci. C'était des Serflex. Il y avait des numéros. Moi, là, c'est le numéro 200. Donc on me demande mon nom, prénom, nationalité. Elle me met un Serflex comme ça au poignet qui me serre fort. Et ils mettent le même à mon sac à dos. Ils nous retirent nos gilets de sauvetage, nos bouteilles d'eau. Et de là, il nous faut rentrer dans une grande pièce avec un couloir et plusieurs cabines sur les côtés, à gauche et à droite. Donc moi, je me rappelle en rentrant, c'était la première cabine à gauche. Quand j'entre dans la cabine, je me rends compte qu'il y a 2 lits à gauche, 2 lits à droite et un matelas en plus à mettre par terre. J'analyse la pièce, je la fouille de haut en bas pour voir s'il y a des caméras ou des micros. Donc j'ouvre les placards et ils sont vides. Il y avait une odeur désagréable dans les placards, comme s'ils avaient mis un produit dedans. Je me dis, faut surtout pas respirer ça. Je vois des scotch sur les placards avec écrit en hébreu, comme si c'était des places attribuées. J'ai trouvé l'endroit très propre. Je me suis dit, ça devait être sûrement leur couchette où est-ce qu'eux devaient dormir en temps normal. J'ouvre l'endroit où il y a les toilettes. Donc, je vois, il y a des toilettes avec un miroir. Il y a une douche sans tuyau. Donc, je vérifie l'eau. Je vois qu'il y a de l'eau bouillante. Il y a de l'eau froide dans le lavabo. Dans la pièce, on n'a pas de couverture. Une clim allumée à froid, très froide. Il y a une vitre qui ne s'ouvre pas, qui donne une vue quasi nulle. On pouvait juste voir le pont du bateau et une ouverture comme ça sur la mer. Donc, on voyait un petit peu l'eau de mer. Un pack d'eau posé par terre. Un pack
sac de 32 bouteilles d'eau et 2 paquets de pain au lait qui étaient périmés. J'ai vérifié les péremptions, que mes camarades arrivent au fur et à mesure. On est mélangé hommes-femmes, donc il y avait 5 hommes et 2 femmes. Là, ils referment la porte. Cette porte, on ne peut pas l'ouvrir. Et on est parti pour environ 12 heures de navigation à bord de ce navire. J'ai la camarade coréenne qui avait ses règles. Elle n'arrêtait pas de frapper à la porte pour voir un médecin et avoir des serviettes hygiéniques. Ils sont venus ouvrir la porte en disant qu'est-ce qu'il y a. Donc elle a dit voilà qu'elle a ses règles et qu'elle voudrait voir un médecin et avoir des serviettes hygiéniques. Il lui a dit d'accord, vous allez voir un médecin. Et c'est qu'un quart d'heure avant l'arrivée qu'une femme est revenue avec 2, 3 officiers. Elle a ouvert la porte, elle lui a remis des serviettes hygiéniques et ils sont partis. Elle n'a jamais vu de docteur à bord de ce navire. Pendant les 12 heures de navigation, comme elle avait mal, moi j'avais réussi à garder sur moi une plaquette avec 4 comprimés de Doliprane. On se laissait partager entre nous parce que la clim elle était glaciale. Et je leur ai dit prenez un peu tous du Doliprane, au moins on pourra anticiper les courbatures et la fièvre. Et puis elle, sa douleur pour ses règles. Arrivé au port d'Ashdod, le premier pied posé sur le port, là on avait là les gens qui nous attendaient, un comité avec plein de drapeaux israéliens. Et de là, on avait un agent à gauche, un agent à droite qui nous prend par les bras, qui nous lève les bras si fort vers le haut, comme ça, pour qu'on ait la tête baissée au sol et ils nous font marcher accroupis. J'essayais des fois de tourner un peu la tête pour observer sur les côtés. Et plus j'essayais de regarder sur les côtés, plus ils essayaient de me lever les bras. J'avais l'impression qu'on allait me luxer les épaules. Donc on nous fait arriver à l'entrée du port, on nous fait accroupir au sol sur les genoux. Ça a duré 10 minutes. Après, on nous relève, on nous fait mettre en file indienne. Et de là, chaque personne était accompagnée d'un officier. Donc moi, il était à ma gauche. Il me tenait fort le bras. On entre dans le hall du port qui a été totalement aménagé pour nous. Il y avait plusieurs tables comme des salles d'examen. Donc quand on entre, il y avait un scanner sur la gauche. Ils nous prennent tous nos sacs à dos. Ils nous retirent tous nos pulls, nos gilets. Ils nous laissent en t-shirt. Ceux qui avaient des t-shirts avec des inscriptions Palestine, ils leur enlèvent. Ils leur mettent des t-shirts blancs. On me retire mes chaussures, mes chaussettes. Ils font passer tout ça au scanner. Après, l'officier, il m'emmène vers la droite. Il m'emmène dans un endroit où c'est une sorte de pièce qui se ferme avec un rideau noir. De là, je me fais fouiller de haut en bas, mais vraiment bien fouiller, au point qu'il me fait comme ça, même au niveau des oreilles, à croire que je pouvais coller quelque chose derrière mes oreilles. Il me demande d'ouvrir la bouche. Il me fouille très bien les parties intimes en insistant partout dans mes parties génitales. Mes doigts de pied, il me scanne avec sa machine pour voir que j'ai rien de métallique à l'intérieur de mon corps. Tous ceux qui étaient devant moi en ressortaient, tous ceux qui étaient derrière moi y allaient. Donc je subis cette fouille-là. Après, on me sort, on me ramène dans le hall principal, on m'emmène à une fameuse table. De là, il y a une femme qui m'attend, qui me prend ce sac-là, qui l'ouvre et qui trie tout ce qu'elle a envie de trier. Elle me jette tout ce qu'elle avait envie de jeter à la poubelle. Donc elle me jette mes écouteurs, elle me jette un t-shirt, elle me jette tout ce qu'il y avait dans ma trousse de toilette, dentifrice, brosse à dents, savon, vraiment tout ce qu'elle voulait jeter. La seule chose qu'elle m'a laissé, c'est un pantalon de pluie. Elle sépare mes médicaments qu'elle met dans ce sachet-là avec le symbole radioactif comme si on était des animaux. Donc voilà, moi j'avais juste cette boîte-là que j'avais achetée en pharmacie. C'était des médicaments un peu pour me donner de l'énergie, du boost. Il me colle cet autocollant dessus avec le numéro 413 et l'étoile de David. Elle me prend mes pièces de monnaie, je devais avoir 4, 5 euros. L'agent qui me reprend par le bras, qui m'emmène à une autre table où est-ce qu'il y a un scanner. Donc on prend mon passeport, on me colle cet autocollant dessus avec le numéro 7, l'étoile de David et écrit 413. Donc à cette table-là, on prend mon passeport, on me le scanne, on me demande si je parle l'anglais, donc je dis non. On me dit arabique, je dis non. Pendant tout ce cursus, j'entends des insultes en hébreu, j'entends benzona, sharmota. Souvent, on me disait sarfati, je savais pas ce que ça voulait dire. Une fois en prison, que j'ai appris que ça voulait dire français. Et j'entendais des insultes en arabe. Que Dieu maudisse ton père, fils de pute, tu vas voir ce qu'on va te faire en prison. Excusez-moi du terme, mais on va vous baiser en prison. Mais je répondais pas, je voulais pas tourner la tête comme j'avais dit que je parlais pas l'arabe. J'avais peur qu'à chaque insulte, si je tourne la tête, je leur montrais que je comprenais. Ils étaient tous là à sourire, à faire des sourires vraiment de haine, des regards de haine. Donc après cette table-là, on m'emmène à une autre table où est-ce qu'il y a une petite machine qui photographie. On me demande de regarder la machine, donc j'exécute. Après, il y a une petite machine, on me demande de poser mes empreintes digitales. Donc, je mets mes empreintes digitales. Ça dure environ 20 minutes. Il m'emmène à une table à côté, à un changement d'ordinateur. Donc là, l'agent qui me reprend comme ça, qui m'emmène à une autre table où il y a une femme assise qui a des documents devant elle et qui tamponne un document. Donc, je pensais qu'on allait tamponner mon passeport. Je pense qu'ils ont, pour moi, ils ont tamponné une feuille pour dire mon entrée en Palestine occupée. Donc de là, on me reprend encore, on m'emmène encore à une autre table, où est-ce que là, c'est plusieurs tables avec des ordinateurs et des officiers assis à ces tables. Il y a un officier et un traducteur. Le traducteur, il était très jeune, il devait même pas avoir la trentaine.
et qui se met à me parler en français, en rigolant et qui me dit, «Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es entré illégalement en Israël». Donc là, je l'ai coupé, je lui ai dit: «Écoutez, j'ai jamais voulu venir en Israël. C'est vous qui m'avez kidnappé en eau internationale. Vous nous avez amenés de force ici. Nous, on n'a jamais voulu venir ici. Ce n'était pas là notre destination d'arrivée». Et il se met à rigoler en me disant, «Tu sais que tu aurais pu venir ici d'une autre façon et là, toi, tu viens pour, foutre ton bordel ici». Donc je réponds pas. De là, il commence à me poser des questions. Donc il y a l'officier qui parle en hébreu et lui qui me traduit, qui me demande, si j'ai d'autres nationalités. Donc je réponds que je suis franco-marocain. Il me demande, vous avez été financé par le Hamas, qui vous a dit de venir ici? Pourquoi vous êtes venu ici? La Palestine, il en reste plus rien, pourquoi vous venez ici? Vous venez ici pour faire de la com?» Donc je réponds pas et il est là avec un air arrogant, souriant, à se foutre de moi. Donc je le laissais parler et à chaque fois je répondais: «Je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat». Donc il me dit: «Est-ce que vous avez un avocat?» Là, je dis: «Oui, Maïs Adala». Après ça, il me demande son numéro de téléphone. Je dis: «Je ne le connais pas» et là, il traduit ça à son officier et les 2 ils explosent de rire et il me dit: «Bah, comment tu veux qu'on appelle ton avocat si on n'a pas son numéro?» Et là, je lui dis: «Mais ça, c'est votre travail. Les avocats, ils sont en Israël, c'est à vous de les trouver». Donc il continue à me poser des questions. «Pourquoi vous êtes venu en 7 octobre?» Je lui dis: «Mais on n'est pas le 7, on est le 8 aujourd'hui». Donc il continue à me poser des questions. Est-ce que je fais partie d'un groupe politique? Est-ce que c'est la première fois que j'entre en Israël? Donc je répondais pas à chaque question. À la fin, l'officier posait des questions en hébreu et lui répondait directement à ma place sans même que je lui dise: «Je ne réponds pas sous les conseils de mon avocat». Donc je l'ai arrêté en lui disant: «Monsieur, vous n'avez pas à répondre à ma place, vous devez me poser la question et si j'ai envie de répondre, je vous répondrai, mais je veux entendre les questions. Là, je ne sais pas ce qu'il vous dit en hébreu et vous répondez à ma place». Et à la fin, il me pose, des documents sur la table et il me pose un stylo, il me dit: «Tenez, signez». Et je lui dis: «Non, je signerai pas, tout est écrit en hébreu, je ne comprends pas». Et il me dit: «Tu fais ton malin». Je dis: «Non, je ne signerai pas, c'est en hébreu». Donc après, il me ramène les mêmes documents écrits en anglais. Je lui dis la même chose: «Je ne signerai pas tant que c'est pas en français». Donc il me regarde et il me dit: «Tu veux rentrer chez toi?» Je lui dis: «Oui, je veux rentrer chez moi, mais je veux signer des documents que je comprends, je vais pas signer les yeux fermés». Donc de là, il repart et nous, pendant notre formation, on nous avait bien appris à ne signer aucun document, sauf un, c'est celui qui acceptait qu'on soit renvoyé dans notre pays dans les 72 heures. Donc là, il revient avec le fameux document écrit en français. C'est le seul que j'ai accepté de signer. Et là, l'officier me reprend comme ça et il me dit: «Bienvenue en Israël, welcome to hell, bienvenue en enfer». On m'emmène à une autre table, on me prend mon argent et on me met mon argent dans ce fameux sac plastique. De là, l'agent, il me reprend, il m'emmène à une dernière table qui est totalement ridicule, qui sert à rien, où il y avait une fille assise à cette table-là, accompagnée de 2 autres filles qui étaient sur leur téléphone. Et cette fille-là, elle était là juste pour me dire: «Welcome to prison». Juste ça. Elle m'a pas posé de questions, elle m'a juste dit: «Welcome to prison». Fallait passer par cette étape-là. Et après ça, on m'emmène sur la gauche, il y a un couloir. Il y a 2 agents pénitentiaires qui m'attendent. Un qui me prend par là et l'autre qui me prend par le t-shirt, mais qui le tient comme ça. Et j'étais un peu étranglé comme ça et il me fait marcher dans ce couloir. Arrivé un peu plus loin dans le couloir, là, il y a une personne qui m'attend debout, qui me refouille, qui m'enlève mes chaussures, mes chaussettes, mes semelles de chaussures, qui me palpe bien. Mais j'étais en t-shirt, mais même la peau ici, il me palpait comme ça. Il me faisait tout partout comme ça, partout. Les parties intimes, il insistait bien. Ils ont laissé vraiment aucune place de mon corps qui n'a pas été touchée. Donc il me repasse mes chaussures, je remets les semelles, je remets mes chaussures. Continue dans ce couloir. Donc l'autre qui me retient comme ça et l'autre qui m'étrangle comme ça. On arrive à la fin, c'est la sortie du hall du port. Là, il y a une tente qui est fermée juste au-dessus. Et là, il y a une fille avec un garçon. Et il y a le car carcéral qui est juste à côté d'eux. Donc on voyait même pas l'extérieur. Le car, il a été arrêté à l'avant, enfin devant, pour faire en sorte qu'on ne voit rien du tout. Et dans cette tente-là, je resubis une fouille encore. On m'enlève mes chaussures. L'homme, il prend un ciseau, il me coupe les lacets. Il me coupe les élastiques des chaussures, comme c'était des chaussures waterproof. Et il me demande de mettre les mains en avant pour m'attacher les mains avec des serflex. Et je savais que ces gens-là allaient me serrer fort les mains. Donc là, mes mains, je les ai pas tendues comme ça. Je les ai tendues comme ça pour pouvoir gagner 2 petits 3 centimètres de marge. J'avais peur de faire comme ça et qu'on me serre fort. Donc du coup, j'ai fait comme ça, en écartant un peu à l'avant, et j'ai gagné 2 3 petits centimètres. Donc il met le serflex et il me le serre fort. Donc je dis rien. La fille me demande de m'asseoir, je m'assois, et là, elle me met un bandeau sur les yeux. Et de là, ils me font lever.
Et tout en me bousculant à chaque fois, il me dit move, move, move. Et ils me font avancer. On pouvait pas aller vite parce qu'on voyait rien, mais eux, ils essayaient de nous faire aller vite. Donc, ils m'emmènent devant le car carcéral. Ils me demandent de monter dans le car. Ils me disent de compter les marches. Donc, je compte 1, 2, 3, 4. Je monte dans le car et on m'emmène côté gauche du car. Quand je monte, je vais à gauche. Donc, j'avance les yeux fermés et on me fait rentrer dans une petite cellule où est-ce que, bah, une fois fermé la porte, j'ai attendu quelques secondes, ne plus entendre de bruit. Et là, j'ai levé le bandeau. Donc, je regarde la petite cellule qui est très étroite. Elle était pour deux personnes. Donc, je regarde en face parce qu'on pouvait ni rien voir à gauche, rien voir à droite, ni derrière nous. Tout était métallique. Et devant nous, c'était aussi métallique. Le bas était métallique et le haut, c'était des barreaux avec du plexiglas qui était très sale. On pouvait à peine voir dehors. Donc, je regarde, je vois qu'il y a une cellule en face de moi, qu'il y en a une autre à côté. Donc j'en ai déduit que j'en avais une aussi à ma droite. Et là, je tape dans la cellule de droite en disant il y a quelqu'un. Et j'entends un des skippers qui était avec moi sur mon voilier qui me dit oui, je suis là, Mousse. Donc ça m'a rassuré. Je lui ai dit t'es tout seul. Il m'a dit non, je suis avec quelqu'un. Et là, je leur dis ouvrez vos yeux parce que moi j'ai levé mon bandeau et je vois. Je leur dis si vous entendez du bruit, rebaissez votre bandeau. Donc j'entends les officiers revenir. J'essaye de voir avec qui ils viennent et j'aperçois Lee, un Irlandais qui était à la marche to Gaza. Donc je l'entends qu'il l'installe au fond du car. C'était une cellule qui prenait elle 3 places parce que je les ai entendus amener 3 personnes dans cette cellule. Une fois qu'il arrive, je lui dis Lee. Il me dit oui, comment tu sais que c'est moi? Je lui dis parce que j'ai levé mon bandeau et je t'ai vu passer. Je lui dis vous pouvez lever vos bandeaux, mais quand vous entendez du bruit, rebaissez-le. Dès l'entrée du car, j'ai oublié de vous dire qu'il faisait très chaud. Il nous avait allumé le chauffage à fond, il faisait super chaud. On était en sueur, je transpirais, je suffoquais dans cette cellule. Et donc je lève la tête, je vois j'ai une caméra au-dessus en haut à gauche, mais j'ai dit je m'en fous, je garde quand même mon bandeau levé. J'avais du mal à respirer, donc j'en entends un officier venir, je rebaisse mon bandeau. Cette fois-ci, c'est ma cellule qu'on ouvre, donc je me suis dit, on apporte quelqu'un à côté de moi. Donc il faut entrer un camarade à côté de moi. Il ferme la cellule, ils repartent. Donc je relève mon bandeau et je lui dis, Mohamed, c'est toi? Et il me dit, comment tu sais c'est qui? Je lui dis, c'est moi, Mousse. Et du coup, je lui lève aussi son bandeau. Et du coup, je dis, si t'entends du bruit, tu le rebaisses vite. Il me dit, ok. Lui, il avait les mains très très serrées. Toutes les minutes, il se plaignait, il me disait, j'ai mal, j'ai mal. Il essayait de se faire un peu de marge. Et je lui disais, dis rien. Si tu dis que c'est serré, ces gens-là, ils sont tellement cruels qu'ils vont te le serrer encore plus. Et on étouffait, on transpirait. Nos t-shirts, ils étaient mouillés. Et j'avais du mal à respirer. Je lui disais, Mohamed, je vais pas tenir jusqu'à l'arrivée. Et je collais mon visage aux parois métalliques du car pour avoir un peu de fraîcheur. Donc je collais, ça durait 2 secondes, c'était déjà bouillant. J'allais un peu plus loin, je collais. Et la porte de la cellule, il y avait une micro-fente. Des fois, je collais mon visage à la fente pour pouvoir avoir un peu d'oxygène. Et donc, on était là, on transpirait, on attendait qu'ils ramènent les personnes dans les autres cellules d'en face. Et on est resté dans cette cellule pratiquement 1 heure. Et de là, ils sont revenus, ils ont rouvert les cellules. Donc, on avait rebaissé nos bandeaux. Ils nous font sortir de ces cellules. Pour moi, c'était une liberté. Je respirais mieux qu'enfermé dans cette cellule. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de nous? Je me vois pas re-rentrer, moi, dans cette cellule. Et là, ils nous emmènent à l'avant du car carcéral. Ils ouvrent une porte. C'était une grande pièce. Et c'était comme une salle de classe avec des bancs, des rangées. Donc là, ils nous installent dans ces rangées. Quand j'entends l'officier partir, je lève le bandeau. Je vois deux, trois camarades qui étaient déjà là. Donc je vois un autre médix qui s'appelle aussi Antoine. Je dis, ah, Antoine, ça va et tout. Il me dit, oui, ça va. Lui aussi avait déjà levé son bandeau. Et donc, je leur dis, est-ce que vous allez bien? Donc, ils me disent, oui, pour l'instant. Est-ce que vous avez subi des coups ou quoi? Ils m'ont dit non. Mais je pense que dans le port, ils ont dû violenter personne parce qu'il y avait des caméras. Eux-mêmes étaient équipés de caméras. Et donc, à chaque moment qu'ils ramenaient une personne, on rebaissait nos bandeaux jusqu'à ce qu'ils ont rempli le car. On attend encore facile une bonne heure dans ce car avec la clim allumée à chaud. On transpire encore une bonne heure. On est tous là en train de goûter. Nos t-shirts, ils sont tous trempés. Nos pantalons aussi. Et de là, ils nous allument la clim à froid. Mais froid maximal. Et en moins de 30 secondes, on est tous là en train de trembler. On est comme ça, on attend, on vibre, on vibre. Et donc, moi, comme je travaille dans le médical, je sais qu'il y a des parties du corps qui maintiennent la température corporelle. Donc, je leur ai dit à tout le monde, protégez votre cou, protégez vos aisselles, vos parties intimes. Donc, on était tous comme ça, recroquevillés, tous le visage dans nos t-shirts. On était comme ça et on tremblait. On attend facile encore une bonne heure. Le temps, il était interminable dans ce car. Jusqu'au moment où est-ce que le car il commence à démarrer.
Faut savoir que dans le car, tout est enfermé, on voit rien de l'extérieur. Donc je voyais pas l'intérêt de nous demander les yeux à part bah, nous embêter, nous faire stresser, nous faire paniquer, nous rendre fous quoi. Tout le monde avait retiré son bandeau de toute façon, enfin l'avait levé. On a fait environ 3 heures de route comme ça, les mains liées, tout le monde qui se plaignait, moi mes mains, le sang il passe plus. Moi j'avais mes 3 petits centimètres, à chaque fois je faisais pivoter comme ça pour que la circulation puisse passer. Et on avait un camarade à l'avant, il y avait un tout petit trou. Il pouvait des fois regarder par le petit trou et on voyait rien comme il faisait nuit. Il me disait, je vois juste la lumière d'une voiture de police devant qui nous escorte. Donc on fait environ 3 heures pour moi. Donc on fait la route comme ça, on voit dans les cars, il y a des inscriptions en arabe. Je me disais, ça devrait être nos frères palestiniens qui devaient graver ces noms dans ces cars. Donc on fait la route, ça dure environ 3 heures, je pense, plus ou moins, je sais pas exactement, jusqu'à la prison de Xiot, dans le désert du Negev. Arrivé là-bas, jusque-là, personne nous disait où on allait, on savait même pas qu'on allait en prison ou quoi, mais nous, on en a déduit qu'on allait en prison, vu l'expérience de la Soumoud qui est passée avant nous. Arrivé dans la prison, le car, il entre, il s'arrête, et on reste encore une bonne heure comme ça, à geler dans le car. J'avais l'impression que c'était vraiment fait exprès pour qu'on souffre un maximum. À un moment, ils nous ouvrent le car, ils nous font descendre. Donc, on a tous rebaissé nos bandeaux une fois que le car était à l'arrêt. On rebaisse tous nos bandeaux. Moi, je l'ai baissé, mais sur la gauche, je voyais rien. Et sur la droite, j'ai fait en sorte de tricher un petit peu pour pouvoir voir autour de moi. Donc, on avance, on avance, on avance. On nous fait avancer doucement, comme ça, les mains attachées. Et là, il nous faut rentrer dans une cellule qui est dehors. On nous fait mettre à genoux. Une fois qu'on est à genoux, on était tous collés comme des sardines. Le sol nous faisait mal aux genoux. C'était un sol sableux avec des gravats qui nous rentraient dans les genoux. On était tellement serrés que des fois, bah, je tombais sur le camarade de droite, puis il me repoussait un petit peu. Je lui dis désolé, je tiens plus. Puis je repartais sur celui de gauche. Puis des fois, on partait en avant. Et pareil pour mes camarades, des fois, ils me tombaient dessus. Je les redécalais. Je dis excusez-moi, mais moi-même, je tiens pas. Donc on n'arrivait pas à supporter les uns les autres, rien du tout. Par contre, dans le port, on avait partout des canettes de coca posées à différentes tables. Là où est-ce qu'on voit que Coca sponsorise cet état génocidaire. Mais vraiment, partout des canettes de coca, hein. J'ai pas vu d'autres boissons. Et ils étaient là, je crois qu'ils nous parlaient, des fois ils buvaient une gorgée, comme ça il a reposé. Ça puait l'ammoniaque, ça puait, j'avais l'impression d'être dans une écurie. Et de là, j'entends un camarade nous dire, on attend pareil une bonne heure dans cette cellule. Et là, j'entends un camarade nous dire, mais au fait, vous pouvez lever vos bandeaux. Moi, le mien, je l'ai pas depuis tout à l'heure et personne ne me dit rien. Donc de là, on lève tous nos bandeaux et on voit la cellule. Pour moi, j'ai l'impression que c'était une cage à animaux. Et dans la cellule, il y avait une toilette avec la porte qui ne se ferme pas, une ouverture comme ça en bas et le dessus qui ne se ferme pas. Donc je demande à aller aux toilettes. On me dit vas-y, va comme ça. Donc je rentre dans les toilettes. La chasse d'eau qui ne fonctionne pas. Pas d'hygiène, pas de lavabo. Et partout autour de moi dans cette toilette, plein de noms de Palestiniens écrits en arabe. Et du coup, je ressors de ces toilettes, je vais me rasseoir avec mes camarades. Une fois que je suis assis avec mes camarades, ils viennent nous appeler par groupe de 4-5. À chaque fois, ils nous demandent de se lever et de rester debout devant la cage. C'est à ce moment-là, une fois qu'on sort, qu'ils nous retirent les bandeaux, qu'ils les jettent par terre et ils nous coupent les serflex. On respirait, on était tous là comme ça, à faire ça à nos mains. Devant la cage, il y avait deux préfabriqués avec la porte ouverte, des camarades qui faisaient la queue en file indienne. Et à gauche des préfabriqués, il y avait au moins 4-5 tentes bleues, totalement fermées, on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. Et je voyais mes camarades pareil en file d'attente. Et donc on me met sur une des files, je fais la queue devant une tente bleue, et je vois bah, tout le monde ressortir en tenue de prisonnier. Je fais la queue. Une fois à mon tour, j'entre dans cette fameuse tente. Il y a un militaire cagoulé avec un chien sans muselière qui est là, qui est avec son chien, et un autre militaire qui m'attrape, qui me tire comme ça et qui me parle en anglais. Je lui dis don't speak English, don't speak English. Puis il essaye de me déshabiller. Donc en même temps, j'exécute, j'enlève mon t-shirt. Il me fait baisser mon pantalon, il m'enlève mes chaussures, mes chaussettes. Il met tout ça dans un sac poubelle. Et je lui dis à ce moment-là, my ticket pour mes affaires qui étaient dans le pantalon. Et il me dit shut up, shut up. Donc je me tais. Et là, il me fait comprendre, baisse ton boxeur. Donc moi, je suis quelqu'un de très pudique. Je le baisse rapidement et je le relève. Et là, il me le rebaisse. Il me dit non, baisse ton boxeur. Donc je baisse mon boxeur. Il me dit de me mettre accroupi. Donc je me mets accroupi, je me relève vite. Il me dit non, tu te remets accroupi. Donc je me remets accroupi. Après, il me dit relève-toi, je me relève. Il me dit tourne-toi, il fait la même chose. Donc je me retourne et je me mets accroupi comme ça, tout nu devant eux. Après, je me relève et là, il me passe des vêtements.
Donc il me passe ce pantalon-là, taille XL. Il me passe ce pull-là aussi, taille XL, écrit en hébreu sur l'étiquette. Il me passe ce t-shirt-là, où est-ce que j'ai écrit Free Palestine en sortant. Donc c'est ce qui me passe. Et il me passe aussi une paire de claquettes qui est à l'entrée de chez moi, là. Donc je ressors de cet endroit. Et là, on me fait avancer en file indienne jusqu'à les deux préfabriqués que j'avais vus au début. Je fais la queue devant ces deux préfabriqués. J'entre, j'en déduis que ça va être la visite médicale, parce que je vois une balance, je vois une table aménagée en poste de soins. Donc là, le fameux docteur qui vient vers moi, qui est même pas en tenue médicale, qui est en tenue plutôt d'agent pénitentiaire, et qui me dit de monter sur la balance, je monte. Il me demande après si j'ai une maladie particulière ou si j'ai des traitements. Donc il prend mon sac comme ça, il le regarde comme ça, il l'inspecte, puis après il le jette sur une table et il me dit, allez, sors, sors. Donc je sors. Et une fois en sortant de cette visite médicale, c'est là où je vois mon camarade Antoine qui passe, les yeux bandés, les mains menottées avec des menottes en fer, avec une chaîne qui descend aux jambes et les pieds aussi attachés avec des menottes en fer, et des agents pénitentiaires qui le frappent, et Antoine qui tombe par terre, qui se relève, qui crie, qui voit même pas les coups venir, et il le refrappe, il tombe, il se relève, il crie, et il le... ainsi de suite, comme ça, jusqu'à qu'on le voit plus. Et on pouvait rien faire, on pouvait même pas crier ou quoi, on avait peur qu'il nous fasse la même chose. Et il morflait, il prenait des coups, il hurlait à mort, il le frappait. Donc du coup, de là, nous, il nous faut partir. Il nous faut rentrer dans leur hall où est-ce qu'il y a les cellules. Là, il y a un militaire qui nous attend comme ça avec un sac plastique transparent. On voit deux tranches de pain de mie et de la confiture dedans et un petit sac poubelle. Donc je prends ces deux sacs, je passe devant, je regarde, je vois il y a un long couloir avec toutes les cellules. Il y en avait 19. Donc je passe devant la numéro 1, la numéro 2 et on me fait rentrer dans la numéro 3. Et une fois que j'entre, j'étais le premier à entrer dans cette cellule. Elle était grande. Il y avait 4 lits superposés, on pouvait être à 8. Il y avait des matelas entassés. Donc du coup, je prends un des matelas et je choisis ma place. Je me mets sur un lit superposé, puis après je dis non, je serais plus à l'aise par terre. Je vous la mets par terre et puis je voulais faire un petit peu. Bah voilà, je veux pas vos lits en fait, je veux pas ce que vous nous donnez. Je me mets par terre, je mets le matelas par terre et je m'allonge. Je vais vérifier les toilettes. Je vois que la porte, c'est une porte battante comme ça, qui est ouverte d'en bas et d'en haut. Donc très peu d'intimité quand on y va. Il n'y a pas de papier toilette. Et le robinet, il est à environ 3 mètres des toilettes. Donc impossible, même si on veut se laver à l'eau, d'acheminer l'eau du lavabo aux toilettes. Rien du tout, fallait prendre l'eau comme ça et courir vite aux toilettes pour pouvoir se laver si on voulait se laver. Donc de là, dès la première nuit, c'était une piscine, nos toilettes, il y avait de l'eau partout. On s'installe dans cette cellule et ils nous mettent à 9 au lieu de 8. Donc moi, comme j'étais par terre, j'avais le neuvième qui a pris ma place dans les lits superposés. De là, je vois les camarades arriver un par un. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai pris mon matelas. Je l'ai inspecté de haut en comble, voir s'il y avait des punaises ou quoi. J'ai rien vu dessus. Je voyais des cheveux longs. Euh, la cellule, elle était blanche, relativement propre. Je me dis que c'est pas un endroit où est-ce qu'ils devaient amener les Palestiniens. Je me demandais même si c'était pas un endroit prévu pour les Israéliens qui faisaient des bêtises dans leur état. Je prends mon petit matelas, je le pose par terre. Ils avaient une sorte de plaid pour se couvrir qui me paraissait sale. Elle était de couleur marron, mais pas le choix. Donc je l'ai prise et je me suis installé. Euh, J'ouvre le fameux sac plastique noir qu'ils nous ont donné. Il y a une culotte taille XL. Il faut savoir que moi, mes tenues, on me les a données taille XL. Mais un camarade qui devait avoir du XL, ils lui ont donné du L. Et ils se sont foutus de sa gueule en lui disant, on n'a pas de pantalon à ta taille. Donc ils l'ont laissé avec son pantalon. C'était que des moqueries. Dans ma cellule, je vois, ils amènent Mohamed Ali, qui était d'origine bangladesh et de nationalité anglaise. Ils amènent Lee, qui est d'Irlande. Ils amènent 4 Turcs du conscience. Donc moi, je pouvais parler avec aucun d'eux. Et de là, ils amènent mon camarade Mohamed, qui était avec moi sur le voilier et dans la petite cellule. Du coup, il s'est retrouvé aussi avec moi dans la cellule. Et j'étais content d'être avec lui parce que je pouvais au moins communiquer avec lui en français. Je leur demande si quelqu'un a une maladie particulière, vu que je suis soignant.
Mohamed Ali, il me dit il est diabétique, qu'il a de l'insuline et qu'ils lui ont rien donné du tout, ni l'insuline, ni son traitement. Donc moi, comme j'étais en grève de la faim, je lui ai donné mes 2 tranches de pain de mie avec la confiture. De là, on passe une nuit noire. Et ils nous ont pas laissé dormir. Toute la nuit, ils venaient toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Ils entraient dans la cellule, ils allumaient les lumières. Ils nous disaient stand up, stand up. Ils nous réveillaient, on se levait. Ils passaient des fois avec leur lampe, ils nous la mettaient comme ça dans les yeux et ils repartaient. Une demi-heure après, pareil, ils reviennent. Et ça a été ça toute la nuit. Ça rentre, ça rentre, ça sort, stand up, stand up. Dans le couloir de cette prison, on avait un grand écran allumé avec la propagande du 7 octobre qui tournait en boucle. Des fois, ils mettaient des sons de mitraillettes enregistrés pour pas nous laisser dormir. Dans ce couloir, il n'y avait pas d'agent pénitentiaire. Il y avait des caméras, donc ils devaient nous surveiller d'un poste de surveillance. Et ils activaient les micros et ils parlaient entre eux. On les entendait hurler en hébreu. Tout fait exprès pour nous empêcher de dormir. Des fois, on entendait le micro s'activer et on entendait un bruit sourd, comme ça. Donc ça devait être un soldat qui devait allumer son micro et qui faisait exprès de taper avec quelque chose pour se dire, bah, au lieu que je gâche ma voix, je vais pas les laisser dormir. Donc ça frappait, ça frappait, ça frappait, ça frappait. Et on entendait ce bruit qui rentrait dans nos oreilles et qui nous faisait mal. Je suis quelqu'un de migraineux. J'avais ma migraine dès les premières heures. J'avais la tête qui voulait exploser. Donc je me bouchais les oreilles comme ça, j'essayais de dormir comme ça, mais à un moment on tient plus, donc le bruit on le subit. Puis quand c'était pas ça, on entendait des chiens hurler. Et puis on se posait des questions pour notre camarade Antoine, donc il y avait des cellules qui hurlaient Antoine, Antoine, pour savoir s'il entendait notre voix et pour lui donner de la force. Au petit matin, je donne des heures approximatives, 5-6 heures. Ils rentrent stand up avec leur lumière, donc on se réveille, ils repartent. On attend, puis vers 8 heures du matin, là, je vois 2 camarades à moi, des voiliers, qui viennent, et c'est eux avec un petit chariot qui distribuent une tranche de pain de mie avec une sorte de fromage à tartiner et une rondelle de tomate. Donc je la prends, je suis content de les voir, je leur dis ça va les gars, est-ce que vous allez bien? Ils me répondent un ça va, bah on n'a pas le choix. Donc je prends ma petite tranche et puis je vais la donner à Mohamed Ali qui est diabétique. Dans le sac plastique, le sac poubelle qu'il nous avait donné, j'avais une culotte taille XL que je pouvais même pas mettre sur moi. Et il y avait un petit tube de dentifrice qui devait être comme ça, avec une brosse à dents toute petite qu'on pouvait à peine tenir pour éviter peut-être qu'on en fasse une arme ou je ne sais quoi. Et il y avait 2 petits sachets de gel douche avec une micro-serviette. Donc cette petite serviette, moi, je l'ai aménagée, j'ai mis mon pull en boule et je la mettais pour pouvoir en faire un oreiller. On n'avait pas d'oreiller. Après cette distribution de tranches de pain de mie avec de la tomate, on attend quoi? 1 heure, 1 heure et demie. Et là, ils reviennent, ils nous font tous sortir des cellules. Donc, ils nous demandent de mettre en ligne dans le couloir. À chaque fois, ils nous disent taisez-vous, shut up. Et puis, on les entend rigoler en hébreu. Je me dis, ça doit être des moqueries. Ils nous regardent avec des regards de haut en bas, ils nous dévisagent. Quand on avance, ils nous disent move, move, mais on avance. Il y a toujours quelqu'un pour te pousser sur les épaules pour te faire avancer comme ça brusquement. Donc, ils nous font Mm. sortir dehors. Et là, je vois un car carcéral, donc je me dis, on va quitter la prison. On monte dans ce car, la chaleur à fond dedans, il faisait super chaud. On attend encore 1 heure dans ce car à l'arrêt. Et quand le car il démarre, déjà on était surbooké dans ce car, il n'y avait pas de place. J'avais des camarades, ils étaient debout, d'autres assis, il n'y avait pas de place. On étouffait, on était tous là avec nos pulls, on les prenait, on les mettait comme ça, et on faisait du vent avec les pulls. On était là en train d'étouffer. Donc le car il démarre, il fait 25 mètres tout droit, il tourne à gauche, il fait 25 mètres, il s'arrête. On reste encore une bonne heure dans ce car, à suer, 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 puis ils nous font sortir du car. Je me suis dit, mais là, en fait, ils ont fait exprès de nous faire transpirer comme ça, parce que c'était dans la prison, on aurait pu marcher 25 mètres à pied, puis tourner à droite, à gauche 25 mètres et on serait arrivé. Mais non, ils voulaient qu'on monte dans ce car, qu'on étouffe, qu'on transpire. Donc on descend du car et nous emmène dans une autre cage qui est dehors, toute petite, elle devait faire même pas 20 mètres carrés, et ils nous rentrent dans cette cage à au moins 50, 60. On était tous debout comme ça, comme des sardines. On pouvait même pas faire un pas devant ou derrière. Donc on était tous là collés à se demander les uns les autres, est-ce que vous allez bien? Quelqu'un a vu Antoine? Est-ce que quelqu'un a été massacré ou quoi? Donc les gens qui se plaignaient, moi j'ai des marques au poignet, on nous a pas laissé dormir.
J'ai pas eu mon traitement, on se donnait des nouvelles entre nous. Aucune protection du soleil, on était là à cramer dans cette cage. Puis après, ils viennent nous chercher par groupe de 4. Ils nous emmènent dans un endroit qui est dehors, où il y a plusieurs préfabriqués. Donc on entre dans un préfabriqué. Dans ce préfabriqué, il y a la clim qui est allumée à froid. Il y a un bureau avec une femme habillée avec une robe longue noire. Donc j'en déduis que c'était une juge. Il y a une femme qui se présente en anglais et qui nous dit c'est l'avocate de Maïssa Dalla. Aucune certitude que c'était une avocate, aucun badge, même pour la juge en fait. Elle était habillée en civil et elle avait juste la robe noire comme ça posée sur elle. Et qui nous dit bah, vous allez être jugé parce que vous êtes entré illégalement en Israël et elle était devant un ordinateur. On essaye de parler à l'avocate, on lui parle même pas 2 minutes. L'avocate, on a juste eu le temps de lui dire qu'on était tous en grève de la faim, que ils ont massacré notre camarade Antoine. Et de là, il y a une femme de la prison qui vient et qui nous dit c'est fini, tout le monde dehors. Donc là, j'ai un camarade journaliste qui se lève et qui lui dit écoutez, moi je veux parler à l'avocate, on m'a pris tout mon matériel, je suis journaliste, on n'a pas eu le temps de parler à l'avocate. Et cette femme-là, avec un regard démoniaque, qui nous regarde et qui nous dit c'est fini, je vous dis, en gros, en hébreu, hein, c'est ce que je comprends, c'est fini, dehors, dehors, dehors. Donc de là, même la juge qui était devant l'ordinateur avait envie de nous écouter. Elle paraissait compatissante, elle voulait laisser les parler. Et elle qui dit non, 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 c'est fini, dehors, dehors, dehors. Donc mon camarade qui dit non. Et donc là, elle part en rapide et elle revient avec plusieurs hommes. Environ 7 8 hommes, voire une dizaine. En gros, je vais vous faire sortir par la force. Et qui se met à parler en hébreu à la juge. La juge qui lui parle gentiment. Limite, elle devait lui dire, mais laissez-la encore 5 minutes, quoi. Et là, il dit, non, mais je sais pas quoi en hébreu. Et là, la juge, elle nous dit, c'est terminé, allez-y, allez-y. Donc, on sort. On n'a même pas pu bien parler à l'avocate. Moi-même, je lui ai même pas parlé. Et donc, on nous ramène dans cette fameuse cage dehors. On rentre dans la cage. Donc, toutes les personnes qui commencent à revenir de leur représentation de leur avocat. Mon camarade, le Belge qui est avec moi en cellule, il me dit que lui, quand ils l'ont entré dans cette fameuse pièce, ils lui ont dit il n'y a pas d'avocat pour vous. Alors que, en arrivé dans la prison, on apprend que d'autres Belges dans leur cellule ont pu voir leurs avocats. On nous ramène dans les cellules, enfin, dans ce car dans cette cellule qui est comme une cage à animaux dehors. Et de là, on nous ramène dans ce fameux car qui reste à l'arrêt encore facile 1 heure. On est là, sué, sué, sué. Le car qui redémarre, qui fait 25 mètres tout droit, 25 mètres à droite. Il s'arrête, on passe encore 1 heure dans ce car à suer. Le temps, il était vraiment très long. Ils nous font descendre et regagner nos cellules. Bizarrement, là, on voit des bacs de nourriture par terre. Un bac de cornichons, un bac de pois chiches, un boîte de tomates, un bac de thon, un bac de salade. Donc là, je les vois, ils font sortir 2 camarades à nous et c'est eux qui préparent des assiettes, de bonnes assiettes pour les camarades dans les cellules. Et c'est de là qu'on comprend qu'on va avoir les représentants consulaires l'après-midi. À ce moment-là, ça a été le festin pour ceux qui mangeaient. Et donc on rentre en cellule, ils viennent chercher les gens par nationalité. Donc j'ai mes camarades anglais qui sortent les premiers et qui reviennent au bout de une bonne demi-heure, 40 minutes. Il y a Mohamed Ali, la personne diabétique, qui rentre avec son pull. Il a caché une petite bouteille d'eau dans son pull qui était vide et qui nous dit on va garder la bouteille pour les toilettes pour pouvoir prendre l'eau et se laver avec. Donc je dis ouais, t'as été fort, t'as trouvé une bonne idée. Et je me suis dit j'espère que je pourrais faire la même chose quand j'irai voir mes représentants consulaires. Puis le tour des Turcs, puis le tour du Belge et moi j'étais le Français le dernier. Et on vient me chercher, donc je sors de ma cellule, on est en file d'attente avec les représentants, enfin avec les camarades français, et on a une cellule qui se mettait à faire du bruit, à hurler, et à chanter We need a toilet, parce que leurs toilettes étaient bouchées, ils n'avaient aucune hygiène dans leurs toilettes, et du coup ils voulaient juste un changement de cellule, et à chaque fois les gardiens qui venaient qui leur disaient shut up, et à un moment les gardiens les ont menacés en disant vous continuez à faire du bruit, on arrête les représentations consulaires. Donc je leur ai dit les gars s'il vous plaît attendez au moins qu'on voit nos représentants consulaires, mais on pouvait pas leur en vouloir, ils résistaient pour obtenir leurs droits. Ça n'a pas marché, leur menace. Donc de là, nous, on va voir nos représentants consulaires. Ils nous font sortir dehors. On traverse une petite rue dans la même enceinte de la prison. On marche environ 50 mètres. Et là, il y a une cage dehors où est-ce qu'on nous fait rentrer en plein soleil, entouré de barbelés. Donc même, on pouvait même pas se mettre sur un côté pour obtenir de l'ombre, sinon on se faisait attraper par les barbelés. À 2 reprises, moi-même, j'ai failli me faire attraper. J'ai des camarades qui me disaient, mais fais attention, tu vas te faire mal. Et de là, on se dit, ils vont nous faire le même coup que le matin. On va pas avoir le temps de leur parler comme on a envie de leur parler. On nomme un représentant de notre groupe
un représentant des Français et on lui explique tous nos problèmes, les points importants à faire relever, surtout Antoine qui était à l'isolement et qu'on n'a toujours pas vu. Et de là, il y a un représentant consulaire français qui vient devant notre grille, devant notre cage et qui nous dit vous en faites pas, on va tous vous voir. On leur a dit oui, mais ce matin, on nous a pas laissé voir les avocats. Ils nous ont dit vous en faites pas, nous on est 5, on va tous vous prendre un par un et on va vous voir. Ils nous font sortir de cette cage et ils nous font rentrer dans une autre cage qui était à côté. Par contre, cette cage, elle était entourée de bâches pour protéger du soleil. Donc on en a donc conclu que c'était pour protéger plutôt les représentants consulaires que nous. On entre à l'intérieur de cette cage. La première chose qu'on réclame, c'est on leur dit est-ce que vous avez de l'eau fraîche? Donc ils nous ont dit, vous en faites pas, on a demandé de l'eau fraîche. Ils nous ramènent un baril d'eau comme ça, avec un petit robinet et des gobelets. Donc on se jette tous sur l'eau. Moi, à moi seul, j'ai dû boire au moins 2 litres d'eau en même pas 20 minutes. Et donc les représentants consulaires qui nous prennent un par un dans cette cage, qui se mettent dans des coins pour avoir un petit peu d'intimité. On vient m'appeler à mon tour, je vais voir le représentant. Et là, il me dit, vous en faites pas, votre famille, elle prend tout le temps de vos nouvelles. Ils ont fait que d'appeler le consulat en Israël. Donc ça m'a rassuré et donc je lui fais passer un message pour ma famille aussi en disant un pseudo avec lequel il me surnomme pour qu'il puisse être sûr que c'est moi qui fais passer le message. Il me demande est-ce que j'ai un traitement particulier. Je leur dis oui, j'ai un traitement particulier que je n'ai pas voulu dire en Israël par peur qu'on joue avec ma santé. Et il m'a dit vous en faites pas, je vais le réclamer. Je lui ai dit je ne le veux pas en Israël. Il m'a dit vous en faites pas, je ferai tout, vous l'aurez en Turquie quand vous atterrirez à Istanbul. Donc de là, il me demande si je souhaite autre chose. Je lui dis, s'il vous plaît, un Doliprane, parce que j'ai la migraine, la tête, elle est comme ça. C'est horrible, on n'a pas dormi de la nuit. Ils nous ont fait de la torture psychologique. Et donc, je lui dis ça. Il me demande si, dans le fond, ça va. Je lui dis, ça va parce qu'il y a pire. Je lui explique le cas d'Antoine. Je lui dis, ils l'ont massacré. On sait toujours pas où il est. Il avait de vraies menottes et ils l'ont vraiment massacré. On aimerait juste savoir s'il va bien. Il y a un des représentants qui avait apporté un paquet de cigarettes alors qu'il fume pas. Ils étaient compatissants avec nous, ils étaient souriants, ils nous disaient vous en faites pas, ça va aller, on fait ce qu'il faut. Et puis après, il me donne un petit paquet de gâteaux, où est-ce qu'il y a 2 gâteaux dedans, 2 biscuits au chocolat. Je lui dis j'en veux pas, je suis en grève de la faim. Et puis il insiste, il me dit si vous pouvez le manger, ça vient de notre part. Mais je lui dis je vous le prends quand même. Je prends ce paquet de gâteaux et je le mets dans mon boxeur. Et je vais voir un autre représentant consulaire. Je lui demande aussi un paquet de gâteaux, je le mets là. Et j'en prends un troisième d'un autre représentant. J'en ai pris 3. Et je leur demande vous n'auriez pas une bouteille d'eau? Et là, il y en a un qui me la sort de son sac et qui me la donne. Je l'ouvre, je la bois à moitié et je la compresse pour vider l'air qu'il y a dans la bouteille et je la cache aussi dans mon boxeur et je prends mon pull et je le mets autour de ma taille pour que ça cache le volume. Je sors de la représentation consulaire, on a pu tous être vus convenablement. On va dire oui, ils ont été compatissants, on a pu avoir des gâteaux, on a pu avoir de l'eau fraîche. Je pense que c'est plutôt eux qui nous ont apporté ça, pas la France. Donc je pense pas que ça vient de la France, mais de ces êtres humains eux-mêmes qui ont pensé à se dire, bah, on va quand même essayer de leur apporter un petit truc. Ils nous ramènent vers nos cellules, enfin vers notre quartier. Et là, on se met tous à hurler Antoine, 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 en espérant qu'Antoine il nous entende où il est. Et là, on nous dit shut up, shut up. Donc on se tait, on avance. Et là, je vois d'autres représentants consulaires qui sont assis d'autres pays. Une fois qu'on repart, ils continuent à distribuer la nourriture. Et quand on est arrivé, ils ont arrêté de distribuer. Donc, on est on est dans le hall, on attend qu'on nous remette dans les cellules. On réussit à parler un petit peu entre nous. Et donc, je réfléchis pour les paquets de gâteaux. Je me dis, il faut que je les donne stratégiquement. Je veux pas faire d'inégalité. Donc, j'ai dit, je le laisse pour Mohamed Ali qui est dans ma cellule, qui est diabétique. Et les 2 autres, j'ai dit, je vais les donner aux gens de la Soumoud. Ils sont là bien avant nous. Je m'approche d'eux. Il y avait un gars du Nigeria avec un Marocain. Donc Michael et Aziz Rali, dont j'ai pris leur identité pour pouvoir rester en contact avec eux. Et je leur dis, vous avez faim? Ils me disent oui. Et je leur sors les 2 paquets de gâteaux et je leur donne rapidement comme ça. Et en même pas 30 secondes, il y a un militaire qui vient en courant, en hurlant, et qui va et qui leur dit, rends-moi le paquet de gâteaux. Donc il récupère un et lui dit, le deuxième, il récupère le deuxième. Et là, ça m'a mis un coup de poignard. C'est comme quand on donne un bonbon à un enfant et que 2 secondes après, on lui reprend. J'ai regretté, j'ai dit pourquoi je leur ai donné? Pourquoi? Et là, le militaire, il me prend des bras comme ça et il me tire. Et moi, j'étais la cellule numéro 3 et il m'éloigne. 3, 4, 5, 6, 7. Je dis, ça y est, je vais à l'isolement. Et j'entends mes camarades qui disent, s'ils emmènent Mustapha en isolement, vous criez. Et donc, il m'emmène, il m'arrête devant la cellule numéro 8. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Après, il me ramène devant la cellule numéro 3. Et là, j'ai décompressé, j'ai dit,
Au moins, je vais pas en isolement. Donc, il me fait rentrer dans ma cellule. Et là, je dis à mes camarades des autres cellules, vous en faites pas, les gars, si on vient me chercher pour m'emmener en isolement, je vais hurler, vous allez m'entendre partir. Donc, je rentre dans ma cellule. Je suis content d'avoir l'autre bouteille d'eau. Je dis aux autres, bah, cette bouteille d'eau, on va la garder. Ça va être la bouteille propre pour pouvoir la remplir d'eau et la laisser dans la cellule si on veut boire de l'eau. Je donne vite le paquet de biscuits à Mohamed Ali. Je lui dis, mange-le vite ou cache-le. On m'en a retiré deux. Il voulait pas que ça rentre. Mais il voulait rien du tout. On est obligé de les cacher, comme je vous dis. Même les représentants consulaires, ils nous ont dit mangez-les dans la cage où est-ce qu'on était, mangez-les là. Donc moi, j'ai quand même pensé à les cacher. J'ai dit, si Mohamed Ali a réussi à ramener une bouteille, nous aussi, on peut ramener des choses. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai quand même réussi à donner un paquet de gâteaux à Mohamed Ali et la fameuse bouteille d'eau que j'ai gardée et que j'aurais dû qu'on garde pour le propre, pour pouvoir boire. Et donc, quand je rentre dans ma cellule, je me rends compte que tous mes codétenus, eux, ont mangé. Ils avaient leur assiette de nourriture pour ceux qui faisaient pas la grève de la faim. Et donc, je me suis dit, bah, comme je suis arrivé en retard, on va venir me proposer mon assiette. Donc, j'attends une demi-heure, 40 minutes. Je vois qu'on me la propose pas. Et donc, je tape à la grille, je dis, oh, donc le militaire, il vient. Et je lui dis, j'ai pas eu à manger. Et donc, il m'ouvre ma cellule et il me suit et il me dit, va prendre ton assiette. Donc, je prends une assiette en plastique et je la blinde. J'ai pensé aux éléments les plus importants, le thon. Donc j'ai mis beaucoup de thon. Après j'ai mis du pois chiche, j'ai mis de la salade, des tomates, j'ai mis des cornichons. J'ai vraiment blindé l'assiette au max. Et je repars avec dans ma cellule et je la pose à mes camarades qui mangent. Je leur dis, tenez, ça fera plus pour vous. Tant que vous mangez, autant que vous mangiez bien. Et donc, je leur donne mon assiette et je repars m'allonger. J'avais la migraine et je me suis dit qu'on va venir me donner mon Doliprane parce que le représentant consulaire, il a noté mon Doliprane. Il m'a dit, vous en faites pas, sûr, vous l'aurez en prison. Donc, j'attends, je frappe à une cellule, enfin à la cellule, je demande d'avoir un docteur. Il vient me voir, il me dit, ok, ok, tu vas voir un docteur. Je l'ai répété à 7 reprises. À 7 reprises, on m'a dit que j'allais voir un docteur. Je ne l'ai jamais vu. Jusqu'à ma sortie, je ne l'ai jamais vu, ce docteur. J'ai jamais eu mon Doliprane. Et donc, je m'allonge, j'essaye de fermer les yeux pour évacuer la douleur. Et je dis à mes camarades, parce que des fois j'entendais mes camarades parler entre eux, et je leur disais, s'il vous plaît, taisez-vous, essayez de dormir maintenant, parce que ce soir, on va pas nous laisser dormir, on va nous faire comme hier. La nuit qui commence à tomber, et leur jeu qui recommence. Stand up, ils rentrent avec leur lumière, ils ressortent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ça a été ça toute la nuit. À un moment, j'ai entendu un avion de chasse passer au-dessus de notre tête. Et comme je savais qu'on était à environ 30 kilomètres de la bande de Gaza, les représentants consulaires, ils nous l'ont dit. Ils nous ont confirmé qu'on était à la prison de Ziot. Je me disais, cet avion, il va tuer nos frères. C'était comme ça toute la nuit. On entendait des qui rentrent, ça sort, ça rentre, ça sort. Il y a même des camarades qui m'ont dit ils ont entendu des bombardements. Moi, personnellement, j'ai pas entendu. Je sais pas si c'était un moment où je dormais, mais on m'a confirmé, même les gens de la Soumoud dans la cellule d'en face, ils m'ont confirmé qu'ils entendaient des bombardements. Un moment dans la nuit, ils rentrent avec une bouteille et ils nous mettent deux comme ça dans la cellule et ils repartent. Quand j'ai vu ça, j'ai direct pris mon pull, je me suis étouffé avec comme ça. Mais à un moment, on est obligé de le retirer et on ne sait pas ce qu'ils nous ont pulvérisé dans la cellule. Je ne sais pas si c'était pour nous rendre fous psychologiquement ou si c'est quelque chose qui nous atteint. Au petit matin, ils viennent nous réveiller très tôt encore, vers les 6 heures du matin. Donc on se réveille tous, stand up, la lumière dans les yeux. Ils repartent, on ne sait pas pourquoi, on se rassoit. Moi, j'ai compris leur jeu, je me suis remis en position de dodo et j'ai essayé de me rendormir. Et à un moment, je les entends venir faire sortir la première cellule. Donc, ils font sortir la première cellule. On voit qu'ils les emmènent, mais on ne sait pas où. Donc, je me dis, on va sûrement suivre la même chose, mais on ne sait pas vers où on allait. Puis, je les entends venir pour la deuxième cellule. Ils font sortir la deuxième cellule qui part. Donc, je savais que la première et la deuxième étaient parties et qu'ils étaient parvenus. Je me dis, on va être les prochains. Et puis vient notre tour, ils viennent, ils nous récupèrent. Donc de là, ils nous font sortir. Et je regarde, je vois la première cellule et la deuxième sont vides. Donc on sort de ce bâtiment, toujours avec des ricanements, des regards vraiment pervers ou insolents ou haineux. Même les filles qui travaillaient dans la prison étaient pareilles, elles étaient là. Il y en avait une qui marchait son chewing-gum comme ça, et qui nous regardait, qui rigolait, et ils se disaient des choses entre eux, et puis ils nous regardaient, ils nous dévisageaient. Donc ils nous font sortir de ce bâtiment, ils nous font rentrer dans un autre bâtiment à droite. Quand on entre dans ce bâtiment, je vois plein de pulls par terre. Et donc ils nous font asseoir sur du béton et ils nous font rentrer à tour de rôle dans une pièce où il y a un homme assis à un bureau, il y a un autre
soldat qui est debout pour nous surveiller et il nous demande de regarder la caméra droit devant nous. Donc on regarde, il nous photographie, puis il nous demande de se mettre de dos, il nous photographie. Et quand on sort de cette pièce-là, il nous retire nos pulls. Donc on n'est pas bête, on s'est dit direct, on va subir la clim. Donc et c'est là que je me suis dit, bah on va peut-être nous faire sortir d'ici, ou soit on nous change de prison. Donc j'enlève mon pull et je demande au soldat qui était là avec sa mitraillette et je lui dis s'il vous plaît je peux garder mon pull. Il me dit non non non, il me le tire et il le jette par terre. Donc je sors de là et là il y a le car carcéral qui nous attend et il y a un soldat qui est là devant nous. Pendant qu'on allait voir nos représentants consulaires, on n'a pas du tout vu de Palestiniens. Sauf quand on allait à nos représentants consulaires, j'ai pu observer deux hommes habillés tout en combinaison orange et j'avais envie de leur parler et j'ai pas osé, je me suis dit, parce que si on leur parle, c'est eux qui vont morfler à notre place. Et je les ai regardés avec un regard. J'avais envie de fondre en larmes, comme je fonds tout de suite. En sortant, il y a le car carcéral, il y a un officier de la prison qui est là, qui me tend une bouteille d'eau avec un sac plastique et deux pains de mie avec de la confiture. Et pour moi, j'étais certain qu'on partait d'ici. Donc je l'ai regardé, je lui ai dit sévèrement comme ça, tu peux te les foutre dans ton cul. Et donc, je monte dans ce car carcéral. Ils nous mettent tous à l'avant dans la fameuse pièce collective. La clim était déjà à froid. Le car était déjà glacé. Ils nous attendaient. Donc, on monte, on est déjà comme ça à grelotter. On attend. Ils remplissent tout le car. Je vois qu'ils mettent certains camarades dans les cellules à l'arrière. Du coup, ils étaient serrés dans des cellules enfermées avec la clim. Donc ça devait être encore pire pour eux, parce qu'eux, ils devaient avoir une clim juste au-dessus de leur tête, rien que pour eux. Nous, c'était une sorte de plusieurs clims collectives. Entre notre pièce à nous et les cellules, il y avait deux officiers assis. Un qui a passé tout son trajet sur son téléphone à jouer. Et on voyait le plexiglas derrière lui avec la vue sur la Palestine occupée. J'ai passé trois quarts du temps à regarder derrière eux bah, la Palestine occupée. Un beau désert du Negev magnifique. Je savais même pas qu'il y avait des montagnes en Palestine. Et j'ai passé mon temps comme ça à regarder, à essayer de tout retenir. On a roulé comme ça aussi pendant environ 3 heures jusqu'à l'aéroport d'Elat. Arrivé à l'aéroport, pendant toute la route, on faisait des chants palestiniens. Cette dernière nuit qu'on a passée, ils nous laissaient pas dormir. À un moment, j'entends des camarades de cellule craquer et faire des chants. Donc il y en a un qui s'est mis à chanter avec une belle voix, Bella Ciao. Puis un Turc aussi qui a repris un chant religieux, qui s'est mis à chanter d'une autre cellule. Et quand il se taisait, il y avait un autre camarade d'une autre cellule qui se mettait à chanter en français, puis en anglais. C'était magnifique de voir cette résistance, même en prison. D'un coup, j'entends une belle voix faire l'appel à la prière à haute voix et qu'ils allaient rigoler derrière. C'était un camarade d'une cellule qui a fait l'appel à la prière et honnêtement, ils ont rien dit, ces soldats. Ils nous ont laissé faire cet appel à la prière qui était magnifique. Soit ils ont rien dit, soit ils ont rien entendu parce qu'ils étaient pas là, ils sont dans leur poste de surveillance. Une fois que cet appel à la prière a été fait, bah, j'ai vu 5 camarades de cellule se lever, se mettre en ligne. C'était merveilleux de voir ça et ils ont prié ensemble. L'aéroport d'Elat, je voyais par la vitre le grand parking, je voyais des taxis s'arrêter, des gens descendre. On est resté encore 1 heure dans ce car à grelotter. On continue à chanter pour se réchauffer. Et les soldats de l'occupation qui étaient à l'avant du car, ils étaient là avec leur téléphone, on essayait de nous filmer par les plexiglas. Nous, on mettait nos mains comme ça pour éviter qu'ils nous filment. Et je me rappelle avoir fait un doigt d'honneur comme ça à son téléphone. Une fois que j'ai fait le doigt d'honneur, j'ai regretté. Je me suis dit, ils vont peut-être m'attraper à la sortie du car. Et donc, au bout d'1 heure, il y a un policier qui vient et qui nous dit on va vous faire sortir. Et donc, ils nous font comprendre que si on fait le moindre signe de protestation ou on dit Free Palestine, on nous renvoie en prison. Donc, je dis à tout le monde calmez-vous, ils seraient capables de nous faire ça. Ils nous font sortir du car et je suis en stress. Je repense à ce fameux doigt d'honneur. Et à la sortie du car, bah, je vois un policier comme ça avec son téléphone et qui regarde les gens descendre. Donc, je me suis dit à tous les coups, on va me mettre de côté. Je réussis à passer. Je rentre dans l'aéroport et jusqu'à la montée d'avion, j'avais cette peur-là qu'on vienne m'arrêter. En descendant un escalator dans l'aéroport, là, on voit plein d'Israéliens qui atterrissent d'un vol et qui sont là à nous attendre avec leur téléphone et qui nous insultent, qui nous filment, qui nous disent Hamas, Hamas, I'm Israel High. Et donc, la seule chose que je pouvais faire pour protester, vu qu'on ne pouvait pas faire de signe de protestation, je leur ai fait un cœur comme ça pour leur faire comprendre que bah, eux, ils dégagent de la haine mais nous, on est des humains, on prône la paix, on prône la paix, on dégage de l'amour dans nos cœurs. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Et donc, on marche, on nous fait traverser le tarmac à pied.
aux escaliers qui montent à l'avion de Turkish Airlines. Et j'ai fait quelque chose dans l'aéroport qui m'a redonné de l'espoir. C'est j'ai marché, le corps bombé, tête en l'air, pour leur montrer que je suis fier en fait de marcher dans cet aéroport. Je suis en Palestine occupée et je suis libre en fait. Et donc je marchais fièrement comme ça dans l'aéroport et je faisais exprès de marcher fièrement, à défaut de pouvoir crier Free Palestine. Et donc on traverse le tarmac, on monte les escaliers de l'avion. Une fois qu'on monte dans l'avion, on est fier, heureux. On serre même les gens de Turkish Airlines dans nos bras. On est fier de revoir, depuis qu'on a été kidnappés, des vrais humains devant nous, de vrais humains, parce que même les représentants consulaires, oui, ils sont peut-être français, mais ils ont décidé d'aller travailler en Palestine occupée. On rentre dans l'avion, on est bien accueillis, ils nous disent bienvenue. Je vous dis, on les prend dans nos bras. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont contents, heureux de quitter ce cauchemar. Il y avait la première classe qui était réservée aux personnes malades ou âgées. Et c'était un peu le centre de soins, poste de soins. Et on était tous en deuxième classe. On était tous heureux de se revoir les uns les autres. Donc on se serrait dans les bras. On voit des gens du Conscience, on voit des gens de la Soumoud aussi à bord de cet appareil. Donc on est là, on fait des connaissances avec des gens qu'on n'avait pas encore vus. On voit les femmes de Malaisie, les pauvres, qui n'avaient plus de voile, qui essayent de se revoiler à bord de l'appareil. Et c'était merveilleux et on était tous fiers d'être dans cet avion. On s'est installé dans l'avion et à ce moment, je vois un Palestinien qui était à bord d'un bateau qui avance et qui dit: On m'a arrêté à la sortie du car, il recherche quelqu'un qui a fait un doigt d'honneur. Et là, j'ai commencé à trembler, je le prends dans mes bras et je lui dis: Pardon, mon frère, c'est moi qui a fait le doigt d'honneur. Et là, je me dis: Ces gens, ils sont tellement mauvais qu'ils seraient capables de venir jusqu'à l'appareil monter pour chercher cette personne-là. Et j'ai respiré qu'une fois que j'ai vu l'avion décoller, une fois que l'avion a décollé, tout l'appareil a explosé de joie, tout le monde applaudissait et était heureux de partir de cet enfer. Donc, on survole la Palestine. On voit via les écrans digitales et puis même via les hublots parce qu'on ne volait pas à haute altitude. Donc on voyait sur l'écran qu'il y avait Ramallah, donc j'essayais de voir Ramallah. Et puis je voyais même les colonies israéliennes parce que elles sont faites en forme demi-cercle. Et puis j'essayais de voir Jérusalem parce que sur la carte ça nous disait Jérusalem à droite, mais j'arrivais pas à voir la mosquée Al-Aqsa. J'essayais de chercher un dôme jaune et puis je voyais pas, mais je voyais une grande ville. Je me disais c'est Jérusalem. Et puis on a continué jusqu'à quitter la ville sur notre droite. Et puis on a quitté la Terre Sainte et on est parti comme ça jusqu'à Istanbul. À bord, les hôtesses des Turkish Airlines, elles n'ont pas arrêté de travailler. Elles nous ont donné des repas de première classe avec deux séries de couverts métalliques. Enfin, j'avais l'impression qu'ils étaient même en argent. Petites serviettes, deux entrées, un plat chaud qui était vraiment, mais tout le plat était succulent, du dessert, de l'entrée au dessert. J'ai pu remanger trois plats comme ça. À chaque fois, je demandais, on me ramenait un autre plateau. Je me suis goinfré à bord de cet appareil. Ils nous ont tous donné des trousses de toilette, l'envin pour les hommes et l'envin pour les femmes. J'ai même demandé, ironiquement, c'est possible d'en avoir une pour ma mère? Et elle m'a dit oui, 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 oui. Elle est partie m'en chercher une pour ma maman. À l'atterrissage à Istanbul, l'avion, il est resté une bonne demi-heure à l'arrêt. Et puis on est monté à bord, nous apportait tous des écharpes palestiniennes, avec d'un côté les drapeaux palestiniens et derrière les drapeaux turcs. On nous a donné tous une paire de chaussures. J'étais en claquettes, pieds nus. On nous a donné des paires de chaussures, on nous a donné des paires de chaussettes, on nous a donné des chemises toutes neuves. Et on est descendu de cet appareil, on a été acclamé, attendu par plein de ministres et députés qui étaient là sur nos gauches à nous serrer la main. On avait plusieurs caméras qui étaient là pour médiatiser notre arrivée. Donc, quelques camarades qui répondent aux caméras, on monte dans un fameux car qui nous emmène, je pensais qu'il allait juste nous emmener dans l'aéroport, mais il nous emmène au lounge VIP. Il y avait deux lounges, un petit, qui était quand même assez grand, mais plus petit que l'autre, et un immense. On a occupé les deux lounges. Les deux étaient blindés pour nous. Il y avait tous les représentants consulaires qui nous attendaient à cet endroit-là. Et j'ai eu une pensée pour les gens qui ont dû payer un billet première classe parce qu'on les a envahis, les pauvres. Et de la nourriture de partout. Les personnes qui travaillaient dans le lounge, qui passaient avec des chariots, avec des boîtes de menus complets qui étaient là, tenez, tenez. Ils nous ont donné tous plusieurs, ils nous ont posé à côté de nous sur les tables. Il y avait les machines à café, machines à thé à volonté. Vraiment, on a été accueillis comme des rois. La première chose que les représentants consulaires français ont fait en arrivant, en venant nous voir, c'est vous voulez passer un coup de fil à votre famille?
J'ai dit oui, ça a été via WhatsApp, donc ils n'ont même pas payé une communication. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dite, c'est appelez vos proches, demandez-leur de vous payer votre billet retour. J'ai trouvé ça honteux parce que c'est même pas comment vous allez, est-ce que ça a été dur, est-ce que ça a été demandez à vos proches de vous payer votre billet retour. Donc moi je leur réponds comme ça pour les embêter parce que normalement c'est à l'État français de nous prendre en charge. Quand on voit ce qu'ils ont fait rien que pour Boualem Sansal, ils ont remué ciel et terre. Quand on voit comment ils ont rapatrié les otages français qui ont été libérés du 7 octobre, ils ont été pris en charge, ils ont été accueillis à l'Élysée, ils ont été mis comme des rois. Et bien là, c'est la première chose qu'on nous dit, c'est demander à votre famille de payer votre billet retour. Donc je leur dis, mais ma mère, elle ne travaille pas, elle est retraitée, elle est malade, elle n'a pas d'argent, c'est moi qui l'aide dans la vie. Ils me disent, bah, demandez à votre sœur. Je leur dis la même chose, moi, ma sœur, elle a une enfant handicapée, c'est pas à elle de me payer mon billet retour. Bah, dans ces cas-là, ils me disent, mais vous travaillez, vous avez bien une carte bleue. Et je leur ai dit, non, je n'ai pas de quoi me payer mon billet retour. Donc ça a duré plus de 3 heures comme ça. On est plusieurs à essayer de trouver comment pouvoir se payer nos billets retour. Donc moi je me suis pris mon billet. Des camarades qui n'avaient pas de quoi se payer leur billet retour, qui sont restés un peu en galère. Donc c'est la Turkish Airlines qui a pris en charge les personnes qui n'avaient pas de quoi se prendre leur billet retour d'Istanbul à leur pays respectif. C'est la Turkish Airlines qui a payé les hôtels 4 étoiles et 5 étoiles à tous les ressortissants du monde qui n'ont pas pu prendre un vol ce jour-là. C'est la Turkish Airlines qui a tout fait. Je remercierai jamais assez la Turquie et son président. C'est eux qui ont tout fait. C'est eux qui nous ont sortis d'Israël. C'est eux qui nous ont sortis d'Istanbul. Ils nous ont nourris, mais comme je vous dis, comme jamais, avec des plats de première classe. Ils nous ont habillés. Ils nous ont affrété les lounges VIP. Ils ont vraiment tout fait. Ce que nos gouvernements n'ont pas fait. L'Espagne, elle a rapatrié ses ressortissants. Elle leur a payé leur billet d'avion. D'autres pays l'ont fait, mais la France, elle n'a rien fait du tout. Comme je vous dis, on n'a eu vraiment aucune aide de la part de l'État français. Moi, ce que je vous ai dit, c'est j'ai eu un stylo France consulaire, j'ai eu le fameux paquet de gâteaux que je n'ai pas mangé comme j'étais en grève de la faim en prison. On a eu de l'eau fraîche d'un tonneau d'eau. Ils ont donné à Istanbul aussi, la France, des boxeurs et des t-shirts pour ceux qui le désiraient. Je mets du S, on m'a donné un grand t-shirt L, d'ailleurs que je n'ai jamais porté. Et on m'a donné un boxeur taille M que je n'ai toujours jamais porté. Et c'est tout ce que la France a fait pour nous. Arrivé en Turquie, on était content de se revoir. Dans l'avion, excusez-moi, quand on a quitté la Palestine occupée, dans l'avion, c'est les hôtesses de Turkish Airlines qui nous ont remis nos passeports, qui nous ont remis nos traitements. Faut savoir que moi, mon traitement, il n'était pas important du tout, c'était pas vital. Donc, j'ai récupéré mon traitement dans l'avion Turkish Airlines. Faut savoir que Mohamed Ali, qui était insulinodépendant et qui avait un traitement de médicaments pour l'insuline, il l'a jamais retrouvé. On lui a jamais redonné. Même arrivé à Istanbul, il y avait un carton avec le reste des traitements. Il ne l'a jamais retrouvé. Il est rentré chez lui sans rien. C'est qu'à Istanbul qu'on a pu récupérer nos affaires. Mon sac poubelle noir avec mon pantalon, mes chaussures, je les ai pas retrouvés. Heureusement que la Turquie m'a offert une paire de chaussures. Et donc c'était comme ça. C'est des personnes qui retrouvaient, d'autres qui ne retrouvaient rien de ce qu'ils avaient. Voici la paire de chaussures offerte par la Turquie. Toute neuve, hein. Elle était dans la boîte à chaussures qui est encore avec moi. C'est écrit en turc. Donc voilà. J'ai pu avoir de la Turquie paire de chaussettes Adidas et Tommy Hilfiger, qui sont quand même de la marque. J'ai pu avoir aussi cette chemise offerte par la Turquie. Donc voilà la trousse 120 offerte pour les hommes en cuir. Et celle qu'ils ont offert aux femmes, je ne l'ai toujours pas donnée à ma maman, comme elle est hospitalisée à l'hôpital. Donc voilà, tout ça offert par la Turquie. Et comme je vous ai dit, une fois qu'on a quitté la Turquie, en Turquie, on a pu voir des camarades qu'on n'avait toujours pas vus. Et donc, j'ai pu parler à une camarade Isaline, 83 ans bientôt, qui, elle, nous a fait son témoignage en Turquie. Elle a été, on lui a fait croire qu'on l'emmenait à l'hôpital. Ils l'ont massacrée à plusieurs coups. Elle a pris plus de 35 coups. Elle m'a dit, on m'a emmené dans un endroit qui ressemblait à un hôpital, mais qui n'était pas un hôpital. Donc, elle a été vraiment massacrée par cette armée génocidaire. Il y a aussi Noah, qui est israélienne et qui a renié sa nationalité. Elle aussi, elle a été rouée de coups, même au visage. Elle a eu des bleus au visage. Il y a des filles qui nous ont dit qu'il y a eu des propos sexistes. Donc ça, c'est des reportages de camarades. J'espère que vous pourrez vous les procurer sur les réseaux sociaux. J'ai réussi à avoir un vol pour 19h40 d'Istanbul. J'embarque pour ce vol-là, où est-ce qu'on est acheminé du lounge VIP directement à la porte d'embarquement. Les hôtesses du second vol
nous vous expliquent la même chose. Vous êtes les bienvenus à bord si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ils nous ont vus en tenue de détenus. Ils nous ont aussi mis bien sur ce vol-là. Et donc, arrivé à Paris aux alentours de 23 heures, on atterrit. Le premier pas posé en dehors de l'appareil, les policiers français qui nous attendent. Trois policiers qui sont là, qui nous disent donnez-nous vos passeports et veuillez nous suivre. Donc là, on se regarde avec mes trois autres camarades. On était quatre sur ce vol-là. Et en disant mais attendez, on vient d'être accueillis comme des héros en Turquie. Et là, on se fait pêcher à la sortie de l'avion par la police française. Je m'attendais à avoir un comité d'accueil, à avoir au moins quelqu'un de la représentation française qui vient nous accueillir, avoir une cellule de crise à l'aéroport. Rien de tout ça. On les accompagne au commissariat de l'aéroport. On nous demande de nous asseoir. On nous dit de patienter. Donc on patiente une bonne demi-heure. De là, il y a un officier qui vient vers nous, qui nous remet nos passeports individuellement et qui nous dit, il y a un officier qui va descendre vous voir. Donc on attend, on attend, on attend. Il y a 15-20 minutes qui passent et on est épuisé, on est fatigué. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez nous, voir nos familles et prendre une bonne douche. Donc, j'ai une camarade infirmière qui prend la parole et qui leur dit: «Excusez-moi, on a nos passeports, est-ce qu'on est libre?» Et là, les officiers qui nous disent: «Bah oui, vous êtes libre». Donc on se lève et on sort et en sortant, on s'est dit la seule chose qu'on s'est dit, vu qu'on nous a pas posé de questions, on s'est dit que, c'est sûrement pour faire perdre du temps aux gens qui nous attendent dehors, qui se disent: «Bah, ils vont peut-être pas sortir par là ou quoi» et que les gens s'en aillent. Donc on sort, il y avait beaucoup de monde qui nous attendait. J'avais ma famille, j'avais mes camarades de l'hôpital. Il y avait l'association Euro-Palestine, il y avait des médias indépendants qui étaient là pour nous attendre, mais on n'a vu aucune grosse caméra. Et de là, on me dit que la police a interdit aux journalistes d'entrer avec leur caméra dans l'aéroport. Donc ils étaient autorisés à filmer qu'avec leur téléphone. Et c'est de là où je me suis dit, mais en fait, la France, elle ne fait rien pour nous, mais en plus, elle essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, à nous faire perdre du temps à aller dans leur commissariat de police à l'aéroport, puis à interdire les journalistes de faire leur travail pour pouvoir médiatiser notre venue. Donc voilà, c'est là où mon témoignage se termine. Le lendemain, je suis reparti à Charles de Gaulle parce que je savais que d'autres camarades arrivaient et je voulais être là pour les accueillir. Donc je repars à l'aéroport Charles de Gaulle. C'est là où notre camarade Isaline atterrit. Et ils mettaient du temps à sortir. Donc je dis à mes autres camarades, je pense qu'ils leur font la même chose que nous, ils vont s'amuser à les retarder. Et une fois qu'on voit Isaline sortir avec un camarade de Nolan de Poitiers et d'autres personnes, là ils viennent vers nous et ils nous disent, ils nous ont fait subir un interrogatoire. Isaline nous explique que ils l'ont isolée dans le commissariat et ils lui ont demandé qui a financé son voyage, pourquoi elle allait là-bas, est-ce qu'elle faisait partie d'un parti politique. Donc au début, elle a répondu à quelques questions et puis quand elle a vu qu'ils continuaient avec des questions, elle leur a dit: «Écoutez, je suis en France, ce qui s'est passé n'était pas sur le territoire français. Si vous voulez continuer à me poser des questions, je souhaite avoir mon avocat». Et donc, ils ont arrêté de répondre aux questions et c'est de là où est-ce qu'ils leur ont dit: «Vous pouvez sortir». Et c'est là où est-ce qu'on a pu rentrer chez nous. On a été tous ensemble et on a attendu jusqu'à lundi parce que ce jour-là, c'était samedi. On a dû attendre lundi pour récupérer nos derniers camarades aussi atterris à Charles de Gaulle, où est-ce qu'il y a 21 ressortissants qui sont atterris. On est allé les attendre et c'est que ce lundi-là où je me suis senti vraiment libéré. On nous avait mis des bracelets en papier, blanc et bleu avec des numéros dessus et ces fameux bracelets, je les ai déchirés que ce lundi-là, une fois que j'ai vu les 21 derniers Français atterrir à Paris. C'est là où je me suis dit: «C'est bon, je suis libre». Pour moi, j'étais encore en prison tant que tout le monde n'était pas rentré et c'est là où je les ai craqués et je les ai jetés à la poubelle. Je remercierai jamais assez la Turquie, comme je vous ai dit, parce que sans la Turquie, ça a été le seul avion au monde qui est venu récupérer tous les citoyens du monde et elle aurait pu très bien récupérer que les ressortissants turcs et repartir et elle a abandonné personne, mais vraiment personne et je les remercierai jamais assez.